C'est l'histoire tragique d'une adolescente partie se promener en forêt avec un camarade de classe, une balade dont elle ne reviendra pas. Cet enfant a été tué dans des conditions sur lesquelles je ne m'étendrai pas, mais que je qualifierais quand même d'atroces, et violé également. Agnès était pourtant partie avec un garçon qu'elle connaissait, un élève de son école située en Haute-Loire, un jeune homme de seulement 17 ans qui avait déjà un passé judiciaire. Le lycéen, qui est originaire du Gard, est déjà mis en examen pour une précédente affaire de viol. Pourquoi ce garçon était-il en liberté dans une école où se côtoient filles et garçons? Pouvait-on savoir que ce jeune homme était dangereux? Retour sur les lieux du drame. Un grand campus de 16 hectares, les élèves du Chambon-sur-Lignon terminent leur matinée de cours. Comme chaque mercredi, ils n'ont pas classe l'après-midi. Alors que les élèves externes rentrent chez eux, les 65 internes de l'établissement, eux, ont quartier libre. Ils peuvent rester au collège, descendre dans le village, aller se promener, faire ce qu'ils veulent, à condition bien entendu que les parents l'aient autorisé. Les élèves ont obligation pour l'internat de rentrer à 17h30 pour ensuite avoir des horaires d'études. Et pour vérifier que les élèves sont bien tous de retour, les responsables de l'internat font systématiquement l'appel. Et à 17h30, le mercredi, il y a une élève, Agnès Marin, qui manque à l'appel. Elle n'est pas là. Nous, les plus grands, on s'est dit mais non, elle manque à l'appel, mais bon, elle n'est pas du genre à traîner trop tard comme ça. Elle reviendra, peut-être qu'elle n'a pas vu l'heure, peut-être qu'elle est avec une de ses camarades externes de sa classe, et un truc comme ça, elle remontera bientôt. Mais une demi-heure plus tard, l'adolescente ne s'est toujours pas présentée. La surveillante décide alors de prévenir le directeur de l'établissement, parti à l'extérieur. Et à 18h, ce directeur dit partez la chercher autour du collège, comme on fait habituellement. Vous savez, il faut savoir que malheureusement, des élèves qui arrivent en retard, des élèves qui fuguent, etc., ça arrive quand même pas. Ça arrive. Le personnel commence alors à chercher dans l'enceinte de l'établissement et puis aux abords de l'école pour s'assurer que la collégienne ne s'est pas cachée quelque part. On sait qu'il y a certains endroits où il y a des fourrés, où il y a des arbres, etc., où ils peuvent éventuellement se planquer pour ne pas rentrer en études. Donc on a un peu l'habitude de ça. Mais les vérifications habituelles ne donnent rien. Toujours aucune trace de la jeune élève. La responsable de l'internat est de plus en plus inquiète. À 19h, elle rappelle le directeur pour lui dire « on n'a toujours pas retrouvé, je ne l'ai pas retrouvé ». Il lui dit « prenez une équipe avec vous, multipliez le nombre de personnes qui vont se déployer autour du collège ». Les heures est passées et Agnès n'était toujours pas là, quoi. Après, on a commencé à s'inquiéter, on voyait les maîtres d'internat qui allaient un peu partout et tout ça. L'information se propage sur le site. Les élèves se joignent aux recherches. Ils sont de plus en plus nombreux à fouiller les alentours. Il fait nuit, il fait froid. Agnès aurait dû rentrer depuis déjà 2h30. À 20h, comme on n'avait pas retrouvé l'enfant, le directeur du collège appelle les parents et appelle la gendarmerie. Une demi-heure plus tard, une quinzaine de gendarmes arrivent sur les lieux. Ils vont d'abord sélectionner les élèves qui potentiellement peuvent avoir vu quelque chose, peuvent avoir des éléments à apporter. Et puis effectivement, ils vont procéder à quelques auditions pour savoir où peut être Agnès, qu'est-ce qu'elle a dit, est-ce qu'elle a expliqué où est-ce qu'elle allait, qu'est-ce qu'elle allait faire. Mais ces premiers témoignages ne vont pas aider les gendarmes. Ils sont face à des versions assez contradictoires. Il y a certains témoignages qui disent que Agnès a été aperçue dans le bourg du Chambon mercredi après-midi vers 17h. Il y en a d'autres qui disent qu'elle serait partie aux champignons. Rien de très précis pour les gendarmes, mais ils ne veulent rien laisser au hasard.
Une équipe part alors aussitôt vérifier si Agnès ne serait donc pas au bourg du Chambon, pendant que d'autres enquêteurs tentent de la joindre. Le téléphone d'Agnès, il est éteint, il est coupé. Donc impossible d'effectuer une géolocalisation pour essayer de la repérer. Impossible. Les gendarmes entreprennent alors leurs premières investigations. La disparition d'Agnès fait l'objet de nombreuses discussions entre les élèves et toutes sortes de rumeurs circulent. Parmi elles, celle d'un élève qui serait sorti du bois avec des griffures sur le visage. Les plus grands garçons de l'internat, on lui a demandé à nous quatre, ouais, si tu sais quelque chose sur la petite, faudrait que tu nous dises, parce que là, il fait vraiment tard, et voilà, quoi. Si tu sais quelque chose, si même tu l'as vu partir avec quelqu'un, ou si tu sais où est-ce qu'elle peut être, faudrait que tu nous dises, parce que là, franchement, on s'inquiète vraiment, et là, on est prêt à aller chercher. Mais franchement, ça restera entre nous, on dira à personne que c'est toi qui a dit pour qu'on la retrouve, quoi. Bah là, il nous a dit clairement que non, qu'il savait rien du tout et tout ça. À partir de ce moment-là, je me suis dit non, enfin, il pourrait pas nous mentir, quoi. Le jeune homme semble lui aussi inquiet. Il décide même d'accompagner la vingtaine d'élèves partis fouiller les bois, une nouvelle fois. Quand on cherchait, tout ça était dans notre groupe. Bon, il était très calme, apparemment. Et il était calme, mais il était pas en tête, mais il était en queue de battu et on cherchait, quoi. Un comportement normal, il cherchait comme nous. Nous, quand on criait son nom et qu'on regardait partout, il faisait pareil. Le temps passe, les recherches ne donnent toujours rien. Pourtant, tout le monde est mobilisé, gendarmes, personnel, élèves. Après les bois, ils vont même jusqu'à faire du porte-à-porte. Les gens du village nous posaient des questions parce qu'ils nous entendaient crier son nom et tout ça, avec des lampes et tout ça. Ils nous ont posé des questions, de demander à qui vous cherchez et tout ça. Quand on leur avait dit qu'il y avait une fille qui avait disparu, bah, ils sont tout de suite venus nous aider pour essayer de trouver un peu, chercher un peu avec nous. Mais toujours aucun signe de l'adolescente. Les fouilles sont interrompues et les gendarmes quittent le campus du Cévenol aux alentours de minuit et demi. On était à ce moment-là dans l'hypothèse d'une fugue, notamment rechercher si Agnès avait pu se rendre chez les connaissances au sein de Chambon-sur-Lignon. Ce soir-là, quand on est revenu à l'internat vers 1h du matin, on se disait qu'elle avait fugué, peut-être qu'il y a un truc qui s'était pas bien passé ou qu'elle avait une peine de cœur ou un truc comme ça et qu'avec demain on en saura un peu plus. Agnès s'est-elle enfuie de son école? Même si l'hypothèse de la fugue semble à ce stade privilégiée, d'autres pistes sont aussi envisagées. Agnès s'est peut-être égarée. Elle a pu faire une mauvaise rencontre dans les bois. Elle est peut-être retenue quelque part, contre son gré. Le lendemain matin, Agnès n'est toujours pas rentrée. Les gendarmes reprennent la direction de l'établissement Cévenol. Ils arrivent aux alentours de 8 heures. Et là, ils entament vraiment des auditions au sens vraiment très large. Les élèves, le personnel, les enseignants, tous les gens susceptibles d'avoir vu Agnès sont entendus par les enquêteurs de la brigade de recherche d'Issingeaux. Les gendarmes trient toutes les déclarations. Parmi la douzaine d'élèves et d'adultes qui sont interrogés plus longuement dans les locaux des enquêteurs, un interne de 17 ans, élève en première, va retenir leur attention. Ces déclarations sont vraiment pas très claires, elles se contredisent. Et là, les enquêteurs se soupçonnent quelque chose. Son discours est incohérent. Les enquêteurs recueillent différents témoignages affirmant qu'il serait l'un des derniers à avoir vu Agnès. Certains de ses camarades disent que mercredi après-midi, ils seraient partis tous les deux pour aller chercher des champignons hallucinogènes. D'autres élèves évoquent même devant les enquêteurs la rumeur qui court depuis la veille. Plusieurs élèves vont le dire aux enquêteurs et ils vont signaler que cet élève porte sur lui
aux avant-bras et un peu au visage, des traces de griffures. Il avait dit à quelques-uns qu'il était tombé dans les ronces, il avait dit à d'autres qu'il était tombé dans la cour, il avait dit encore à d'autres qu'il s'était démangé, gratté. Voilà. Les gendarmes souhaitent alors entendre le lycéen afin qu'il s'explique. Comme son audition devait être prolongée au-delà des 4 heures prévues pour une audition libre, le procureur de la République du Puy-en-Velay, à ce moment-là, puisque c'est lui qui dirigeait l'enquête, a décidé de son placement en garde à vue. Déjà à 24 heures qu'Agnès est introuvable. Ses parents viennent tout juste d'arriver de Paris. La thèse de la fugue, ils n'y croient pas. Elle est partie avec un cardigan, avec un sac à main, elle est partie pour faire des courses en ville. Elle était vraiment pas équipée pour fuguer au sens où j'organise mon départ. Donc on est vraiment... Elle était ici de plein gré, elle était bien... Le personnel d'encadrement dit que ça se passait bien, elle était populaire. Enfin, pourquoi fuguer? Pas de raison apparente de fuguer. Pas non plus de signes avant-coureurs qui auraient pu les alerter. Agnès avait même des projets pour son prochain retour à Paris. Ils l'ont eu la veille de sa disparition, donc le mardi soir au téléphone. Elle était sereine avec eux. Ils ont même échangé sur son anniversaire. Elle allait bientôt avoir 14 ans. Donc ils avaient évoqué l'organisation d'une petite fête. Si les parents n'envisagent pas une seconde la fugue de leur fille, pour les gendarmes, cette hypothèse est de moins en moins plausible. Le téléphone d'Agnès est toujours coupé, donc toujours pas de géolocalisation possible. Et les gendarmes commencent à trouver cette disparition de plus en plus inquiétante. Il faut faire vite. Les recherches s'intensifient. Des battues sont à nouveau menées dans le bois autour du Cévenol, mais aussi le long des berges du Lignon qui traversent le village. Tout le monde cherche, puisque petit à petit dans la journée, la nouvelle se diffuse et les habitants du Chambon vont venir spontanément d'ailleurs se prêter main forte aux recherches. Des recherches qui prennent du temps, car la zone est vaste et escarpée. Pour avoir toutes les chances de retrouver l'adolescente, les moyens sont renforcés avec notamment la présence de 2 équipes cynophiles et l'arrivée d'un hélicoptère. Un hélicoptère équipé de puissantes caméras, capable de visualiser un individu à près de 2 km, et une caméra thermique pour la vision nocturne qui conserve une certaine efficacité, même si les bois tout autour du lycée compliquent un petit peu la vision de cette caméra thermique. Les gendarmes se déploient dans toute la région. Ils fouillent à nouveau les bois, quadrillent complètement le village. Ils interrogent le voisinage, les commerçants et même les automobilistes. Il y a des patrouilles qui se mettent en place à tous les ronds-points, tous les axes près de l'établissement. Les gendarmes ont un portrait d'Agnès à la main et ils arrêtent tous les automobilistes pour leur demander s'ils n'auraient pas vu une jeune fille. Malgré tous les moyens engagés, les recherches restent vaines. Avec la tombée de la nuit, les espoirs s'amenuisent. Quand on a vu la gendarmerie, les hélicoptères qui faisaient des tours dans le ciel, ça a fait un tic dans nos têtes et on a tout de suite commencé à penser au pire, quoi. Le pire, tout le monde y pense. Les gendarmes, qui n'excluent aucune hypothèse depuis la disparition d'Agnès, envisagent très sérieusement la piste criminelle. Cela fait maintenant bientôt 48 heures qu'Agnès a disparu. Ce vendredi, au petit matin, les effectifs sont sensiblement renforcés. Il y a 60 gendarmes au Chambon-sur-Lignon pour les recherches. Il y a même une équipe de plongeurs. La zone est bordée par le Lignon avec des gorges. Les maîtres chiens sont toujours là et en début d'après-midi, 120 élèves d'une école militaire de Montluçon arrivent en renfort. Plusieurs battues sont organisées le long du Lignon, autour de l'établissement et dans les autres bois du village. Les quelques 200 militaires peuvent compter sur l'aide des habitants.
En tout début d'après-midi, une immense battue doit s'organiser aux abords du Chambon. On compte à peu près 100 à 150 bénévoles, essentiellement des gens du secteur, des gens qui eux aussi veulent y croire, se disent c'est pas possible, elle doit bien être quelque part, on va retrouver sa trace. Un déploiement de force et de moyens impressionnant. La disparition d'Agnès est prise très au sérieux. C'est clair que si nous étions sur une hypothèse privilégiée de simple fugue en excluant toute autre chose, peut-être qu'il n'y aurait pas autant de moyens. Il faut faire vite, on travaille le plus vite possible avec le plus de moyens possible. Sur le terrain, les gendarmes n'ont pas la moindre piste. À la compagnie d'Yssangeau, en revanche, la garde à vue du jeune homme commence à porter ses fruits. Le lycéen reconnaît être parti dans les bois avec la jeune fille pour ramasser des champignons hallucinogènes. En fin d'après-midi, il commence à venir progressivement aux aveux. Et comme c'est souvent le cas dans ce type d'affaires, il y vient vraiment très lentement au fur et à mesure de l'audition, ce qui prend plusieurs heures. Et tout ça pour arriver vendredi en fin d'après-midi à ce qui nous emmène sur les lieux dans le secteur où il prétend avoir bousculé à ce moment-là effectivement Agnès. Pour les gendarmes, il n'y a plus de doute. Cet adolescent a un rôle dans la disparition d'Agnès. Il est urgent d'aller vérifier. Les recherches redémarrent alors dans le secteur désigné par le jeune homme. Mais ces indications sont très vagues. Il a fallu engager les opérations de ratissage dans une zone en pente et boisée, de nuit. Donc ces opérations ont eu lieu entre 18h30 et 20h30 avec un hélicoptère, avec un chien et avec une quarantaine de gendarmes qui ont ratissé le bois. Les gendarmes évoluent avec des lampes torches. L'opération est délicate. Le commandant de Pierre demande à ses hommes de se redéployer et de repasser sur un secteur où ils viennent de passer, mais il n'est pas sûr. Et il dit non, mais on est peut-être mal passé, alors on va revérifier. Alors le dispositif, les gendarmes se redéploient dans les bois, ils avancent tout doucement, il est 20h15 à peu près, et là, d'un coup, un gendarme pousse un cri, s'arrête, net, le commandant arrive, et le corps est là. Nous avons, à la suite d'indications qui nous ont été données par le témoignage d'un des élèves, découvert un corps dans un bois à 2 ou 3 km à vol d'oiseau d'ici. Ce corps, malheureusement, est calciné. Si le procureur ne peut confirmer que ce corps est bien celui d'Agnès, pour tout le monde, cela ne fait aucun doute. Il s'agit bien de la jeune fille disparue. Après plus de 48 heures d'intenses recherches, le dénouement tragique, tant redouté, est arrivé. On a eu 2 chocs en même temps. Le premier, c'est qu'on avait retrouvé effectivement le cadavre, le corps de la petite. Et le deuxième, qui a été déjà effroyable, c'est d'apprendre qu'il avait été calciné. Et ça, pour les parents, j'étais présent, j'étais eu l'idée de ne plus pouvoir embrasser leur enfant. Parce que les gendarmes ne voulaient pas qu'ils voient le corps et le procureur de la République non plus, tellement c'était atroce. De ne pas pouvoir saisir dans ses bras son enfant une dernière fois, c'est abominable. Pour les élèves aussi, l'espoir a laissé la place à la douleur et à la colère. Ça a été juste un moment de haine, quoi. Ça a été un choc terrible pour nous tous, quoi. Ça a été un choc terrible pour nous tous et ils n'arrivaient pas à y croire, quoi. Ils se disaient que non, c'était pas possible, on vit en famille, là à l'internat, et il se passe un truc comme ça, c'est vraiment pas possible, quoi. Il y a un truc, c'est pas possible, quoi. Et on était tous abattus, ce soir. La zone autour de la découverte est gelée. Un périmètre de sécurité empêche son accès. Des techniciens de l'Institut de recherche criminelle arrivent sur place. Les investigations commencent aussitôt. Elles vont avoir lieu pour partie dans la nuit et pour partie le samedi matin, profitant effectivement que le jour se soit levé. Les enquêteurs procèdent à des relevés. Des prélèvements sont également réalisés sur le corps et la scène du crime à la recherche du moindre indice.
Pour comprendre ce qui a pu arriver à Agnès, les gendarmes comptent avant tout sur les explications de son camarade en garde à vue. Il est interrogé maintenant sur les circonstances de la découverte du cadavre, c'est-à-dire le corps de cette jeune fille est calciné, donc il faudra qu'il s'explique, ça se produira dans la nuit. Et le jeune homme va craquer dans la nuit. Après de multiples versions, il va commencer à faire des aveux très précis. Aux environs d'1h du matin, le jeune lycéen va avouer effectivement qu'il a tué et brûlé le corps d'Agnès. Des confessions encore partielles. Il faudra attendre plusieurs heures avant que le lycéen finisse par tout avouer. Il est très froid et sans émotion apparente. Il reconnaît qu'il l'a tué, qu'il l'a violé et qu'il l'a brûlé le corps. Cet enfant a été tué dans des conditions sur lesquelles je ne m'étendrai pas, mais que je qualifierais quand même d'atroces, et violé également. Tué, violé, brûlé, Agnès a vécu un véritable calvaire dans ces bois. Un calvaire infligé par l'un des siens. Pourquoi ce lycéen s'en est-il pris à la jeune fille? Avait-il vraiment planifié son crime? Après ses aveux et à l'issue de sa garde à vue, le jeune homme est déféré au parquet de Clermont-Ferrand pour être présenté à un juge d'instruction. Il est mis en examen pour viol et assassinat et écroué dans la foulée à la prison pour mineurs de Mézieux, près de Lyon. L'assassinat, c'est un meurtre avec préméditation, ce qui signifie que nous avons dans le dossier des éléments qui nous permettent de penser et même d'affirmer que les faits ont été prémédités. Le jeune homme s'était muni d'un certain nombre d'objets que je ne détaillerai pas, qui lui ont permis de commettre son crime. D'après nos informations, il avait par exemple des ficelles qui auraient pu servir de lien pour entraver sa victime et la violer, la tuer ensuite, quoi. Pour le procureur de la République de Clermont-Ferrand, il ne fait aucun doute que le lycéen a délibérément choisi sa victime et lui a tendu un piège. L'adolescent serait récidiviste. On apprend que le lycéen, qui est originaire du Gard, est déjà mis en examen pour une précédente affaire de viol qui s'est passée dans le Gard. Il avait violé en août 2010 une jeune fille qui était une de ses camarades de classe. Le jeune homme est alors scolarisé dans ce lycée de Nîmes. Les élèves sont en vacances. Un après-midi, l'adolescent donne rendez-vous à l'une de ses meilleures amies qui habite dans le même village que lui. Les deux jeunes vont se balader dans la garrigue. Plus il s'éloignait du village, plus elle se rendait compte que ce n'était pas une situation normale. Donc, alors bon, après ça a été, ouais, mais j'ai trouvé des champignons, ouais, mais si, mais il a fait des prétextes fallacieux pour aller vers l'endroit qu'il avait préparé et pour l'entraîner. Bon, mais quand il a vu qu'elle ne suivait plus, il a usé de la force pour aller jusqu'à son scénario. Un scénario semblable à celui qu'aurait vécu Agnès. Il est évident que l'arsenal qu'il y avait, c'était calculé, c'était pensé, c'était réfléchi. Ça ne pouvait pas être, ça ne tombe pas du ciel. Ce n'est pas une hirondelle en passant qui balance des gadgets, qui balance tout l'accessoire qu'il avait. Le jeune homme commence alors à mettre en scène le film qu'il a imaginé. Mais il va être interrompu par le téléphone de l'adolescente qui se met à sonner. C'est la mère de la jeune fille, qu'il connaît bien. Sa mère s'inquiétait de ne plus la voir depuis déjà un bon espace de temps, donc elle y a téléphoné savoir ce qu'elle faisait tout. Et bon, les téléphones au jour d'aujourd'hui font qu'il y a les visages qui apparaissent, qui ont le jeune homme automatiquement est-ce que c'est de voir le visage, est-ce que c'est d'entendre la voix, a réagi. Et bon, l'irréparable n'a pas été, du moment que ma petite cousine a vu une faille, une voix, elle a usé de tous les artifices possibles pour sauver sa peau. La jeune fille, qui a 15 ans au moment des faits, réussit à convaincre son agresseur de la laisser partir pour aller rassurer sa mère. Elle lui fait croire qu'elle reviendra plus tard
Elle ne reviendra pas. Le lycéen est arrêté et mis en examen pour viol, avec violence. Dans cette précédente affaire, pour laquelle il n'a pas encore été jugé, il a fait 4 mois de détention provisoire. Les expertises que j'ai en ma possession, dans le dossier de Nîmes, font état de quelqu'un, d'après les psychologues et psychiatres, qui était adaptable, réinsérable et ne présentait pas de dangerosité. Le juge d'instruction en charge du dossier décide donc de le libérer au mois de novembre 2010 et de le placer sous contrôle judiciaire. Il a été, comme c'est la règle en matière de mineurs, libéré sous contrôle judiciaire, avec un contrôle judiciaire extrêmement strict, qui était d'être en internat, de suivre un traitement médical, de ne pas aller dans le Gard et de rendre visite à ses grands-parents et non pas à ses parents dans le Gard. Ce contrôle judiciaire a été scrupuleusement respecté. C'est à cette époque-là que le jeune homme va entrer au Cévenol. Le directeur du collège a reçu une lettre du père de à la mi-août 2010, lui expliquant que son fils avait des petits problèmes de dyslexie et un peu de mal à apprendre, que ça avait été un élève ou un enfant sans problème jusqu'à cette année 2010 où il avait eu un incident manifestement grave. Il nous expliquait que le juge avait demandé qu'il soit mis dans un internat et demandé si on voulait bien le recevoir. Comme à chaque demande d'inscription, le directeur de l'établissement convoque le jeune homme et ses parents. Pendant environ 1h30, il présente l'établissement à la famille, puis s'assure que le projet de l'élève est bien en adéquation avec celui de l'établissement. J'ai eu une discussion avec lui, j'ai eu une discussion avec son père qui est venu le présenter, et au vu des informations que j'avais, j'ai estimé que le coup était jouable et que pouvait réintégrer une structure scolaire. Que savait exactement l'établissement du passé judiciaire de l'adolescent? La direction assure qu'elle ne connaissait pas la raison pour laquelle le jeune homme avait passé 4 mois en prison. Samedi 19 novembre à 17h, lors de la conférence de presse du procureur de la République, la direction du collège Cévenol a découvert, en même temps que les parents d'Agnès, en même temps que les élèves et leurs familles, l'effroyable vérité. Nous avions accepté dans notre établissement un jeune garçon convaincu de viol. L'établissement affirme aussi n'avoir jamais eu de contact avec la justice. Mais pourquoi le directeur n'a-t-il pas demandé au père de l'élève davantage de détails sur l'incident qu'il évoquait au cours de l'inscription? La direction avance 2 raisons. D'abord, c'est pas juridiquement valable, on n'a pas le droit de le faire, et deuxièmement, c'est moralement gênant. C'est-à-dire que si un élève rentre pour refaire une vie, parce qu'il s'est un peu drogué autrefois, parce qu'il a peut-être un peu bu, parce qu'il a été mis à la porte d'un lycée, et qu'on veut lui donner une deuxième chance, on ne commence pas à lui donner une deuxième chance en le déclarant coupable d'un péché originel. Il faut qu'il puisse se sentir en confiance et sentir qu'il peut repartir. Tout aurait donc été mis en œuvre pour que le jeune homme puisse se réinsérer. Il était suivi au puits par un psychiatre et dans l'établissement par un psychologue. Il a toujours respecté le contrôle judiciaire. Un contrôle judiciaire qui n'empêchera pas le jeune homme de commettre l'irréparable. Un acte traumatisant pour le personnel, les élèves, mais aussi tout un village. Le dimanche matin, les habitants ont souhaité se rassembler pour rendre hommage à Agnès. Ils sont environ 4000 dimanche matin à 10h à partir depuis la mairie du Chambon. Le cortège prend la direction du collège Cévenol où était scolarisée Agnès. Et là, sur un des bâtiments du collège, les lycéens les plus proches d'Agnès vont dévoiler une plaque à son hommage, à sa mémoire. Les camarades d'école d'Agnès sont en tête du cortège. Bien que traumatisés par ce terrible drame, l'école du Cévenol et ses élèves, ainsi que la commune du Chambon-sur-Lignon, veulent à présent se tourner vers l'avenir. Aujourd'hui, on essaie de retrouver le sourire. On essaie de retrouver le sourire, même bien que c'est difficile, on essaie de retrouver le sourire petit à petit. Et
Et nous, aujourd'hui, ce qui reste, c'est juste un combat. Et c'est quoi ce combat? C'est que ces choses-là n'arrivent plus jamais dans notre école, quoi. Qu'aujourd'hui, tout le monde puisse prendre conscience qu'une gamine de 13 ans est partie dans des conditions atroces. Les obsèques d'Agnès se sont déroulées à Paris 10 jours après son assassinat. Une cérémonie dans l'intimité en l'église Notre-Dame du Perpétuel Secours dans le 11e arrondissement. Ce jour-là, Agnès aurait dû fêter ses 14 ans. L'histoire tragique de Sonia, c'est celle d'un assassinat préparé des mois à l'avance. Cette lycéenne de 17 ans a été sauvagement assassinée à Laon en avril 2012. Un crime sanglant commis par l'un de ses proches amis. Le jeune homme était attiré à la fois par la mort, mais aussi par le fait de donner la mort. Le tueur évoluait dans le milieu gothique. Depuis des années, il était fasciné par la violence et les serial killers. C'est un garçon qui s'était enfermé dans un univers totalement macabre, avec une fascination pour la mort. Un jeune homme habité par des pulsions meurtrières, un besoin de tuer irrépressible. Comment ce lycéen, en apparence normal, a-t-il pu basculer dans l'horreur? Pourquoi a-t-il décidé de s'en prendre à Sonia? Pour le comprendre, les enquêteurs se sont plongés dans l'univers morbide de Lewis Pesce. Ce mercredi après-midi, il est 14h lorsque la cloche du lycée Julie d'Aubier de Laon retentit. Les élèves s'apprêtent à regagner leur salle de classe, mais une personne manque à l'appel. Il s'agit de Sonia, une élève de terminale qui n'est pas rentrée de sa pause déjeuner. Les amis du lycée de Sonia commencent à s'inquiéter dans l'après-midi parce qu'ils ne la voient pas reprendre les cours et c'est pas dans ses habitudes à Sonia de sécher. Quelques heures plus tôt, Sonia a passé sa première épreuve du bac blanc. Un peu avant midi, elle a bu un verre avec un ami dans un bar des hauteurs de Laon. Puis elle est partie seule et plus personne ne l'a revue. Pour les camarades de Sonia, cette absence est étrange. C'est une bonne élève qui suit toujours ses cours avec assiduité. Ils décident alors de prévenir Victor, le petit ami de Sonia, qui sait toujours où elle se trouve. Son fiancé cherche à la joindre et tombe systématiquement sur sa boîte vocale et il lui envoie des textos, pas de message. Victor, le petit ami de Sonia, est surpris, car elle avait prévu de l'appeler à la fin de son examen. Mais rien. Les heures passent et à 18h, Sonia ne monte pas dans l'autocar qui aurait dû la ramener chez elle dans un petit village à quelques kilomètres de Laon. Les parents de Sonia qui habitent un petit village près de Marle, Châtillon-les-Sons, vont s'inquiéter aussi à leur tour lorsqu'ils ne vont pas revoir leur fille rentrer en fin d'après-midi. Lorsqu'elle est en retard ou qu'elle prévoit de ne pas rentrer, Sonia prévient toujours ses parents. Et ce retard inexpliqué ne lui ressemble pas. Ce comportement-là, parce que Sonia va bien dans sa vie, parce qu'il n'y a aucune raison que cela change, nécessairement ça inquiète tout de suite les parents. À 20h passées, Sonia n'est toujours pas rentrée chez elle. Son téléphone est sur répondeur. Ses proches ont désormais le sentiment que quelque chose de grave s'est produit. Ils décident alors de partir à sa recherche. Le fiancé et le frère et le beau-frère de Sonia vont prendre leur voiture et vont aller à Laon et ils vont tourner dans la ville de Laon pour essayer de la retrouver. Pendant des heures, ils parcourent les rues de la ville. Ils appellent ses amis et se rendent dans les bars et les rues où Sonia a ses habitudes, mais la jeune fille reste introuvable. Impuissants, les parents attendent chez eux, espérant le retour de leur fille. Il est presque minuit lorsqu'ils décident de prévenir les gendarmes.
La première intuition des gendarmes, s'agissant d'une adolescente de 17 ans, c'est nécessairement de dire elle a fugué, ou elle s'est disputée, pourquoi pas avec son petit ami, pourquoi pas avec ses parents, et peut-être elle a fugué, ou elle est sortie voir des amis en soirée. C'est la réponse classique que l'on a dans ce genre de circonstances. Les gendarmes habitués aux fugues d'adolescents ne sont pas inquiets. Mais Sonia est mineure, alors son signalement est diffusé à l'ensemble des équipes. Durant toute la nuit, les militaires vont patrouiller dans la ville de Laon et ses environs. Aucune trace de Sonia. Le lendemain matin, les gendarmes ouvrent une enquête. Dès le lendemain matin, vendredi 20 avril, cette lycéenne est inscrite au fichier des personnes recherchées. Et puis les gendarmes commencent à interroger les autres élèves du lycée. Avec ces premières auditions réalisées à la sortie du lycée, les enquêteurs cherchent à reconstituer l'emploi du temps de Sonia. De leur côté, les parents de l'adolescente posent des questions aux amis de leur fille. Un nom revient à plusieurs reprises, celui de Lewis Péché. C'est un lycéen que Sonia connaît bien et qui serait surtout le dernier à l'avoir vu. Devant ce nom qui n'était pas connu d'eux, les parents de Sonia vont se rendre devant le lycée pour essayer de le rencontrer. Et on a une attitude très particulière de suspect qui, à la vue des parents, il y a aussi la sœur qui est présente, prend la fuite. Donc il est rattrapé, sur peu de distance, et questionné par les parents qui, devant l'attitude suspecte de cette personne, nous téléphonent immédiatement. Lorsque les gendarmes arrivent sur place, la situation est tendue. Ils commencent par calmer les parents de Sonia et éloignent Lewis Péché. Ils vont questionner le jeune homme, un peu à l'écart, sur le trottoir du lycée. Lewis Péché est entendu par les gendarmes sur son emploi du temps et sur sa rencontre avec Sonia. Il explique visiblement qu'il a vu quelques minutes Sonia, mais que voilà, qu'elle est partie rapidement et qu'il ne sait pas du tout où elle devait se rendre. Peu après midi, Lewis Péché et Sonia auraient passé un moment ensemble le long des remparts de la vieille ville. Un rendez-vous qui aurait mal tourné. Et il nous parle d'une dispute qu'il aurait eue avec elle. Elle lui aurait pris son téléphone et l'aurait jeté dans une partie boisée autour de l'abbaye Saint-Vincent. Des recherches sont menées sur place. Elles ne permettent pas de localiser le boîtier téléphonique. Les déclarations de Lewis Péché n'apportent aucun élément probant aux gendarmes. Mais 48 heures après la disparition de Sonia, une information essentielle va parvenir aux enquêteurs. Une information inquiétante qui va faire basculer l'enquête. Ça fait maintenant 2 jours que Sonia a disparu, 2 jours qu'elle n'a donné aucun signe de vie. L'enquête des gendarmes piétine, jusqu'au moment où un témoin inattendu va se présenter aux gendarmes. Vers 17h40, on a une personne qui se présente à la brigade et qui nous livre une version de ce qu'elle a vécu. Cette personne, c'est Juliette, l'ex-petite amie de Lewis Péché. Elle ne peut plus garder pour elle les confidences que Lewis lui a faites. C'était juste après la disparition de Sonia. On s'est rejoint vers 1h35 à peu près. Et j'ai vu qu'il était tout rouge, donc je lui ai demandé s'il avait couru. Il m'a dit qu'il avait couru et il m'a montré son pantalon sur lequel il y avait un peu de vert et de rouge en me demandant de deviner ce que c'est. Donc je lui ai demandé des explications et là il m'a tout débité. Lewis aurait avoué à Juliette avoir tué Sonia quelques minutes plus tôt. Il se serait vanté d'avoir commis un meurtre. Il m'a raconté comment, il m'a tout dans l'ordre chronologique, il m'a tout dit. Les enquêteurs prennent le récit de Juliette très au sérieux. Elle leur décrit le meurtre avec une grande précision et leur donne l'heure et le lieu du crime. Les éléments matériels qui sont décrits sont vraiment très précis et nous laissent vraiment penser immédiatement à quelque chose de concret. Et pas d'une simple dénonciation ou une simple équilibration, mais on est tout de suite dans des faits qui ressemblent à du réel.
Lewis Péché n'est plus un simple témoin. Pour les gendarmes, il devient suspect. Dans les minutes qui suivent, on renvoie une patrouille au lycée pour interpeller et placer en garde à vue cette personne qui devient pour nous un suspect avant qu'elle ne sorte de ses cours. Les enquêteurs arrivent devant le lycée de Lewis Péché au moment où le jeune homme passe la grille. Lorsqu'il aperçoit les gendarmes, il reste calme, il ne manifeste aucune émotion. Et il se laisse emmener. Par contre, dès les premiers contacts avec ces personnes en uniforme, on sent qu'il y a un mutisme complet qui s'installe. Sur le trajet qui mène à la gendarmerie, le jeune homme reste silencieux. Cette attitude renforce l'intuition des gendarmes. Ils ont la conviction que le jeune homme, qui est le dernier à avoir vu Sonia, ne leur a pas tout dit. Et face à son mutisme, les enquêteurs comprennent qu'ils doivent procéder en douceur pour gagner sa confiance. Voici une des techniques, pour rétablir la communication, on change l'environnement. Donc ceux qui sont intervenus vont être sortis du contact de la personne du suspect et on va placer un autre enquêteur selon les circonstances qu'on estime les plus favorables, en tenue ou en civil, en tout cas dans les locaux, bien isolés, et on va éviter de perturber ce tête-à-tête qui doit s'instaurer, cette relation de confiance qui doit s'instaurer, cette espèce d'empathie entre l'enquêteur et la personne entendue. La stratégie des enquêteurs est payante. Dans la salle d'interrogatoire, Lewis Péché baisse la garde et très rapidement, il parle. Dans les 10 minutes qui suivent, il a déjà donné une première version précise et il reconnaît l'assassinat. Il reconnaît le meurtre de Sonia et donne des indications précises sur l'endroit où repose le corps de la jeune femme. Il donne également des détails sur la manière dont il a tué Sonia et sur l'arme du crime. Les enquêteurs décident alors d'aller vérifier sur place. Les gendarmes se rendent derrière les ruines de l'abbaye Saint-Vincent, sur un petit sentier, la promenade de la Madeleine. D'après les indications de Lewis Péché, le corps de Sonia se trouverait sur le versant, à 30 mètres en contrebas. L'endroit indiqué par Lewis Péché est difficile d'accès, caché dans les bois. Pendant plus d'une demi-heure, les gendarmes vont parcourir la promenade de la Madeleine avant de localiser précisément le lieu. Et sur place, ils découvrent l'horreur. On a retrouvé le corps de la malheureuse sous une tôle. Bon, elle avait été tuée sauvagement à l'arme blanche. Le corps découvert par les gendarmes est bien celui de Sonia Brimbrook. Il porte les marques d'une agression très violente avec de multiples mutilations. Sonia a succombé à une vingtaine de coups de couteau, portés essentiellement au niveau du cou, du haut du torse et de la tête. L'agression a été visiblement violente, on parle d'un certain acharnement. La police scientifique va rapidement arriver sur place. Les techniciens vont quadriller la scène du crime. Pendant ce temps, à la gendarmerie, l'interrogatoire de Lewis Péché se poursuit. Le jeune homme raconte sans aucune émotion et avec beaucoup de précision le déroulé des événements. Un meurtre qu'il aurait froidement prémédité. Le jeudi 19 avril au matin, Lewis Péché aurait quitté le domicile de ses parents avec l'intention de tuer. C'est un jeune homme totalement déterminé qui serait monté dans l'autocar ce matin-là. Il avait prévu de tuer Sonia ce jour-là, donc il avait préparé tout un équipement pour pouvoir le faire. Il a introduit dans son sac de l'école un sac de poubelle, un couteau, un briquet, une bouteille d'essence, une chemise blanche faisant office de tablier et des gants. Lewis Péché se serait ainsi rendu à son lycée
où il aurait suivi ses cours tout à fait normalement, sans que ses camarades en tout cas n'aient noté de changement dans son attitude. Il aurait été égal à lui-même, sombre et solitaire. En fin de matinée, à la sortie de son cours de philosophie, il aurait envoyé un SMS à Sonia pour lui fixer un rendez-vous. Un rendez-vous discret dans un lieu isolé des hauteurs de Laon, derrière les ruines de l'abbaye Saint-Vincent. C'est voilà, un endroit où les chemins débouchent sur un lieu assez plat, entouré d'arbustes, mais un peu à ciel ouvert comme ça. Et c'est un lieu qui est assez prisé finalement des jeunes Lanois ou des alentours qui viennent sur Laon faire une petite soirée, parce qu'on y est tranquille, c'est à l'abri des regards, on peut faire un feu. D'ailleurs, à cet endroit, voilà, il y a des restes de feu, enfin des cendres, des choses comme ça. Vers midi, Lewis Pesce aurait suivi ce petit sentier qui mène à l'endroit qu'il avait repéré. Il aurait alors enfilé ses gants et revêtu sa chemise blanche. À ce moment-là, son couteau est toujours dans son sac. Sonia serait arrivée quelques minutes plus tard. Lewis a emmené Sonia dans cet endroit à l'abri de regard. Il lui a dit, voilà, ferme les yeux, j'ai une surprise pour toi. Donc la jeune fille s'est exécutée, elle a fermé les yeux. Et lui, il a commencé à la poignarder. Le premier coup n'a pas été mortel. Donc elle, finalement, elle s'est demandé un petit peu ce qui se passait. Elle est enfin, voilà, très surprise, évidemment, elle ne s'attendait pas du tout à ça. Et lui a continué à lui donner des coups de couteau, à la frapper avec son couteau. Donc elle a essayé de se protéger. Elle a mis ses mains en avant pour tenter d'écarter Lewis Pesce qui lui donnait des coups de couteau. Et finalement, elle a succombé. Au bout d'un moment, voilà, elle ne pouvait plus lutter. Il est presque 13h. Le corps sans vie de Sonia gît sur le sol de la clairière. La jeune femme a reçu une vingtaine de coups de couteau. L'agression dont a été victime Sonia est très violente. Ça a duré un bout de temps, une agression vraiment d'une rare atrocité d'après les enquêteurs. Mais la violence du passage à l'acte n'aurait pas empêché Lewis de poursuivre méthodiquement son plan. Le jeune homme aurait alors retiré ses gants et sa chemise tachée de sang. Avec la bouteille d'essence, il y aurait mis le feu. Lewis Pesce aurait ensuite dissimulé le cadavre sous des tôles, puis il aurait quitté les lieux quelques minutes plus tard. Il aurait ensuite rejoint Juliette, son ex-petite amie, pour lui avouer son meurtre. Sur le moment, Juliette ne l'aurait pas cru. Puis par la suite, le soir, il est rentré chez lui, comme à son habitude, à son domicile auprès de ses parents. Au fil de l'interrogatoire de Lewis Pesce, les gendarmes découvrent l'implacable détermination du tueur présumé. Ils vont aussi rapidement s'apercevoir que le crime était prémédité. Un assassinat que Lewis Pesce aurait minutieusement préparé depuis plusieurs mois. Dans la salle d'interrogatoire de la gendarmerie de Laon, Lewis Pesce se serait très vite livré. Il aurait calmement expliqué aux enquêteurs toutes les étapes de la préparation de son crime. Lewis Pesce, au cours de sa garde à vue, est très disert. Il parle, il a un côté presque revendicatif, c'est-à-dire qu'il a besoin d'exprimer voilà, exactement tous ses préparatifs. C'est pas sous un coup de tête qu'il a agi, c'est-à-dire qu'il explique aux gendarmes qu'il a vraiment préparé minutieusement, de manière méthodique, de manière très, très froide, l'agression qu'il allait commettre. Les gendarmes vont surtout découvrir le véritable piège mis en place par le jeune homme. Un guet-apens qui reposait avant tout sur la confiance de Sonia. Lewis Pesce aurait agi comme un prédateur en conditionnant sa proie des mois à l'avance. Pendant environ un an, Lewis Pesce va
prendre un soin tout particulier à la relation qu'il a avec Sonia. C'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup de moments de complicité. C'est une relation totalement platonique. La jeune femme a un copain. Lui, d'ailleurs, dit pas qu'il est attiré physiquement par elle. Il n'est pas amoureux d'elle. Simplement, voilà, il va s'assurer qu'elle le considère vraiment comme un ami, qu'elle n'ait absolument pas peur de lui pour que le moment venu, lorsqu'il va lui fixer rendez-vous, elle ne se méfie absolument pas. Lewis Pesce aurait donc préparé l'assassinat de Sonia depuis 1 an. Plus il détaille son projet, plus les enquêteurs découvrent sa persévérance morbide, sa froide détermination. Lewis Pesce ne s'en cache pas, pour réussir à tuer Sonia, il s'y serait pris à plusieurs reprises. Et sa première tentative remonterait à 7 mois plus tôt. C'est au mois de septembre qu'il aurait donné un premier rendez-vous à Sonia dans un lieu isolé, mais proche de son lycée. Il a fixé un rendez-vous à un endroit, à Sonia. Oui, selon lui, c'était pour tuer. Effectivement, c'était pour tuer. Il aurait déclaré aux enquêteurs que ce jour-là, il projetait d'étrangler Sonia avec une cravate, puis de lui arracher les yeux à la petite cuillère. Mais la tentative échoue. Sonia s'est trompée d'endroit. Et donc, mon client s'est présenté au lieu indiqué que lui, où il attendait Sonia. Comme il n'a pas vu, là, il était en colère. Et puisque Sonia n'est pas venue, eh bien Lewis va récidiver. 6 mois plus tard, il aurait à nouveau décidé de passer à l'acte. Là, c'est le 18 avril 2012. Il demande à Sonia de se présenter dans un cimetière, notamment le cimetière Saint-Just de Laon. Il y a dans le cimetière un ouvrier, qui travaillait là. Et évidemment, mon client n'a pas pu passer à l'acte en ce moment-là. Donc, a reporté le rendez-vous. Il lui a dit, voilà, on se retrouve donc le lendemain, là où effectivement le crime a eu lieu. Et le lendemain, à la 3e tentative, Lewis Pesce aurait finalement réussi à mettre son terrible projet à exécution. Une mise à mort méticuleusement planifiée. Les enquêteurs vont progressivement découvrir la face cachée et terriblement menaçante du jeune homme. Jusqu'à ce meurtre, le jeune homme ne se distinguait que par son attirance pour le milieu gothique, son goût pour les cimetières et son intérêt pour la religion. De toute évidence, ça allait beaucoup plus loin. Et c'est un garçon qui s'était enfermé dans un univers totalement macabre, avec une fascination pour la mort. Il m'a déjà dit que quand il regardait des films de serial killer, qu'il se demandait comment ça faisait de tuer quelqu'un ou des choses comme ça. Mais je me disais quand même que c'était bizarre qu'il soit autant passionné par les serial killers, qu'il voulait même envoyer un mail à un serial killer. Je lui ai dit que ça se faisait pas en France, quoi. Cette passion pour la mort et les tueurs en série, ainsi que ce goût prononcé pour le macabre, vont être confirmés lors d'une perquisition au domicile de Lewis Pesce. Les enquêteurs vont alors entrer de plein pied dans l'univers secret du jeune homme. C'est une chambre assez étroite finalement, une chambre rectangulaire dont les murs sont peints en rouge. Et donc, bon, la fenêtre est fermée, donc il y fait sombre. Finalement, la seule lumière qui éclaire cet endroit, c'est l'ampoule électrique au plafond. Et donc, sur ces murs de couleur rouge, se détache une multitude de dessins. Des dessins morbides, où il y a nécessairement des cimetières, des croix, des tombes, où on voit des actes de violence sur ces dessins. C'est une chambre particulière. Dans sa chambre, il découvre un monde effrayant. L'impression qu'on a quand on a pénétré dans cette chambre, c'est celle d'un univers morbide, vraiment tourné vers la mort, un univers oppressant et un univers dérangeant et presque malsain. Outre le décorum macabre de la chambre de Lewis Pesce, les gendarmes découvrent par ailleurs ses soudains excès de violence, comme ce jour où Juliette, sa petite amie de l'époque, lui avoue qu'elle fume en cachette.
Il avait réagi assez violemment, il a voulu me jeter du haut des remparts. Il m'a pris au col et il me poussait en me demandant si c'était un jeu pour moi, si j'allais sauter toute seule ou s'il fallait qu'il me pousse ou des trucs comme ça. Les gendarmes comprennent également que le parcours de Lewis Péché est une lente montée en puissance vers le passage à l'acte. Avant de s'en prendre à Sonia, Lewis se serait exercé sur des animaux. Il a expliqué avoir déjà tué des chats d'une façon cruelle, en les dépeçant. Le jeune homme était attiré à la fois par la mort, mais aussi par le fait de donner la mort. Il ne l'expliquait pas, il disait simplement qu'il en avait envie. Progressivement, la mise à mort d'animaux n'aurait plus suffi à Lewis Péché. Il aurait exprimé à plusieurs reprises au cours de l'année écoulée sa volonté de passer un cap, c'est-à-dire de s'attaquer à un être humain. Et plus les pulsions meurtrières de Lewis Péché apparaissent au grand jour, moins le mobile du meurtre de Sonia semble clair. Lewis Péché aurait agi poussé par un besoin irrépressible, un besoin sans lien réel avec sa victime. Il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de relation amoureuse, c'est pas vénal, c'est pas par rapport à l'argent. Voilà, c'est même pas un pacte mortel entre eux finalement. C'est vraiment l'envie de tuer, quoi. Il avait envie de tuer quelqu'un et il a tout fait pour mettre en pratique ce fantasme qu'il avait, quoi. Un fantasme meurtrier et une recherche de sensations que le jeune homme a du mal à définir devant les gendarmes. En passant à l'acte, il s'attendait à des sensations. Alors, comme c'est un mot général, c'est très difficile au moment de savoir qu'est-ce qu'il met là-dedans. Il était déçu parce qu'il espérait ressentir quelque chose, même n'importe quoi, même si c'était du plaisir et il aurait pensé qu'il avait un problème mental, soit des regrets ou n'importe quoi, il voulait ressentir quelque chose en fait. Il dit, je m'attendais par exemple à une érection ou à autre chose. Voilà, à cette autre chose-là, il n'explique pas. À l'issue de 24 heures de garde à vue, Lewis Péché est mis en examen pour assassinat. Il est ensuite incarcéré à la maison d'arrêt de Laon. L'instruction de cette affaire est aujourd'hui en cours et tout l'enjeu réside dans l'expertise psychiatrique du jeune homme. L'idée est vraiment de savoir si au moment des faits, Lewis Péché avait véritablement conscience de ce qu'il était en train de faire ou si il n'était pas atteint d'une maladie pathologique qui aurait aboli son discernement. Et dans ces cas-là, le juge d'instruction ne pourrait que conclure à l'irresponsabilité pénale. La prison ou l'internement psychiatrique pour une très longue durée, à moins d'un coup de théâtre, ce sont aujourd'hui les deux seules issues possibles pour Lewis Péché. C'est l'histoire d'un père qui a attendu 30 ans pour voir le responsable présumé de la mort de sa fille traduit devant la justice. 30 ans de combat, 30 ans de traque, c'est finalement lui qui livrera cet homme à la police après l'avoir fait enlever. Il se bat souvent seul, quelquefois appuyé par le gouvernement, mais il a été longtemps seul. Le parcours d'un père désespéré, prêt à tout en mémoire de sa fille, Kalinka, disparue à 14 ans, dans d'étranges circonstances. Je considère aujourd'hui qu'elle mérite beaucoup plus que tout ce que j'ai pu faire pour elle. Le combat d'une vie, dont le dernier épisode s'est enfin déroulé. Voilà. Le père de Kalinka a pu assister au procès qu'il attendait depuis 29 ans. Après le divorce de ses parents, Kalinka Bamberski commence une nouvelle vie de famille. Elle s'installe avec sa mère et son frère à Lindau en Bavière. Cet été 82, c'est l'été de ses 15 ans. Sa mère s'est remariée avec Dieter Krambach, une famille recomposée qui vit au bord du lac de Constance. Kalinka est une jeune fille sportive, elle adore la planche à voile, c'est son père qui lui a appris. Ce jour-là, il y a un peu de vent,
Kalinka met sa planche dans les eaux transparentes du lac et après cette belle après-midi, elle rentre pour un dîner en famille. Nous sommes le 9 juillet, Kalinka vit ses dernières heures. Le lendemain matin, à plus de 1000 km de là, André Bamberski reçoit un coup de téléphone qu'il n'oubliera jamais. Ça a commencé donc par un appel téléphonique, ici même, de la maman de Kalinka le samedi 10 juillet 82 vers 10h15, 10h30 pour m'annoncer comme ça, subitement, tout de go, la mort de Kalinka. Donc pour moi, c'était quelque chose de terrible. Disons, j'ai perdu la tête pendant plusieurs jours, je dirais même pendant plusieurs semaines. C'est le départ en catastrophe pour Lindau. André n'a qu'une obsession, revoir sa fille une dernière fois avant l'enterrement. Il n'arrive pas à croire à la mort de Kalinka. Si jeune, pleine de vie, il ne comprend pas. Ce coup de fil depuis l'Allemagne ne lui a donné aucun détail. Il sait seulement que sa fille est morte pendant la nuit. À son arrivée, il obtient les premières explications. La première chose qui m'a été dite, Kalinka est peut-être morte d'une insolation parce que moi je leur avais appris à faire de la planche à voile et donc le vendredi après-midi elle avait fait de la planche à voile sur le lac de Constance. L'adolescente n'aurait donc pas survécu à une banale insolation. Elle serait morte vers 3h du matin. C'est Dieter Krombach, le beau-père de Kalinka, qui aurait découvert le corps inanimé de sa belle-fille au réveil. Cardiologue de profession, il aurait essayé de la réanimer en lui faisant plusieurs piqûres. Dans un premier temps, André Bamberski, sous le choc, ne cherche pas d'autre explication. Il rentre chez lui près de Toulouse, préparer l'enterrement de Kalinka. Le matin de la mort de Kalinka, un médecin urgentiste se rend sur place pour constater le décès. Contrairement à la procédure, il n'avertit pas la police et laisse le soin à Dieter Krombach de le faire. Mais le cardiologue allemand ne passe pas ce coup de fil. Ce n'est que le lendemain après-midi, lors d'une visite de routine à l'hôpital, qu'un policier découvre le corps de la jeune fille. Il demande une autopsie de contrôle, car la mort n'a pas été déclarée. L'autopsie n'identifie pas de cause précise du décès. Par conséquent, l'affaire est classée. Le rapport d'autopsie, André Bamberski le reçoit 3 mois après la mort de Kalinka. Au fil des pages, les interrogations grandissent. J'ai commencé à avoir des doutes à partir du 4 octobre, quand j'ai lu la traduction du rapport d'autopsie. Et même n'étant pas médecin, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de choses qui ne collaient pas. La lecture du rapport d'autopsie lui apporte des précisions. Les médecins légistes constatent plusieurs traces de piqûres. Il y a les injections faites par Dieter Krombach lui-même, et puis il y en a une autre, étrange, anormale. Au niveau de l'avant-bras droit, on observe un point ressemblant à la trace d'une injection. La trace d'une intraveineuse. Dieter Krombach l'avoue sans problème, c'est lui qui a fait cette piqûre avant la mort de l'adolescente. Une injection de cobalt administrée à la demande de Kalinka pour améliorer son bronzage. Pourtant, médicalement, le cobalt n'a aucun effet sur le bronzage. Que Dieter Krombach mente ou pas, en tout cas pour les médecins légistes, la mort n'est pas liée à la piqûre. Un autre passage va attirer l'attention d'André Bamberski. Une petite coupure sur les organes génitaux de sa fille et la présence de substances blanchâtres, verdâtres dans son appareil génital. Cette hypothèse d'un viol n'apparaît pas dans le compte-rendu d'autopsie allemand. Malgré une série d'éléments troublants, l'affaire est classée sans suite 1 mois après le décès de Kalinka. Mais André Bamberski est hanté par le doute.
Elle n'est pas morte de manière naturelle. Cet enfant était en parfaite santé, elle faisait du sport, elle allait bien. Et il n'y avait aucune raison pour qu'elle décède de cette manière au milieu de la nuit. Il n'y a aucune raison médicale expliquant sa mort. Si la mort de Kalinka n'est pas naturelle, quelqu'un en est donc responsable. Et pour André Bamberski, les soupçons se portent sur Dieter Krombach, l'homme qui a découvert le corps de sa fille, l'homme qui lui a fait les piqûres, l'homme qui n'a pas prévenu la police. Mais il faut encore prouver cette culpabilité. Cette quête va devenir le combat de sa vie. Après la disparition brutale de Kalinka, André Bamberski se rend sur la tombe de sa fille. Il lui fait une promesse solennelle. Il jure de tout faire pour découvrir la vérité et lui rendre justice. Chaque fois que je viens, je finis en lui disant aie confiance, j'irai jusqu'au bout, qu'on sache exactement comment elle est décédée, que je puisse faire deuil et honneur à sa mémoire. Traumatisé par la mort de sa fille, André Bamberski n'a pas voulu déménager. Il veut au contraire continuer à vivre dans cette maison, au milieu de ses souvenirs, là où résonne encore le rire de Kalinka. Ici, il y avait son lit, ici, il y avait sa table de travail. Les tableaux, c'est les seules choses que j'ai laissées. Mais bon, quand il faisait beau, la porte-fenêtre était ouverte. Elle allait et venait entre la terrasse et sa chambre. 2 ans et demi après la mort de Kalinka, André Bamberski porte plainte en France. Un juge d'instruction est saisi de l'affaire. Mais l'Allemagne ne permet pas aux magistrats français d'enquêter sur son territoire. Les autorités allemandes acceptent tout de même de faire des analyses complémentaires. On découvre alors que les parties génitales de Kalinka, prélevées pour les besoins de la première autopsie, sont introuvables. Dans aucun pays du monde, et même pas en Allemagne, on ne fait l'autopsie d'une jeune fille de 15 ans sans inscrire si elle était vierge ou pas, s'il y a eu un rapport sexuel ou pas avant la mort, sans faire de frottis vaginal. Après avoir constaté beaucoup d'anomalies, avoir enlevé la totalité des parties génitales internes et externes du corps de Kalinka. Et il s'est avéré 2 ans et demi après que ces parties génitales se sont volatilisées en Allemagne. L'Allemagne soutient que ces organes ont été restitués à la famille avec la dépouille de la jeune fille. Pour s'en assurer, le juge français demande une exhumation. Quand on a ouvert le cercueil à Toulouse au cours de la seconde autopsie, il n'y avait pas d'organes génitaux. Donc les organes génitaux ont disparu. Pour moi, il est certain que les légistes, au lieu de les replacer dans le corps, les ont détruits. Cette disparition va alimenter la thèse du père de Kalinka et de ses avocats. Dieter Krombach aurait violé Kalinka. Et en tant que médecin, il se serait arrangé pour faire disparaître les preuves de ce viol. À la demande du juge français, les médecins légistes de l'Institut médico-légal de Paris se penchent à leur tour sur les circonstances du décès. Ils reprennent le rapport d'autopsie et les anomalies leur sautent aux yeux. Pas d'analyse toxicologique, pas de bilan sanguin, une seule certitude, pour les médecins français, le cœur de Kalinka s'est arrêté de battre peu de temps après l'injection de cobalt. Ces éléments vont convaincre le juge d'instruction d'organiser un procès. Dieter Krombach est poursuivi pour la mort de Kalinka et uniquement pour ce motif. Le juge d'instruction français n'avait pas suffisamment de preuves pour le poursuivre pour viol. Mais le médecin allemand refuse de se rendre à son procès. C'est donc en son absence qu'en 1995, il va être condamné par la Cour d'assises de Paris
à 15 ans de réclusion criminelle par contumace, une décision qui ne sera jamais appliquée. L'Allemagne, à l'époque, ne procédait pas à l'extradition de ses ressortissants. Donc on ne pouvait arrêter le docteur Krombach qu'au cours de voyages à l'étranger, quand il sortait, quand il voyageait. Alors qu'il se sait pourchassé par la justice française, Dieter Krombach va, malgré le mandat d'arrêt lancé contre lui, se rendre à l'étranger. Il est allé en Autriche et il a été arrêté en Autriche. Et à ce moment-là, il a été remis en liberté parce que l'Allemagne a fait valoir qu'il avait déjà été jugé pour les mêmes faits. Pour l'Allemagne, l'affaire est déjà classée. Krombach est relâché et se réfugie dans son pays. Depuis ce moment-là, le cardiologue ne prend plus le risque de quitter l'Allemagne. Il échappe ainsi à la justice française. C'est dans une autre affaire que le docteur Krombach va montrer son vrai visage. Lorsque survient le décès de Kalinka, Dieter Krombach est un homme au-dessus de tout soupçon. Cardiologue reconnu, il fait partie de la bonne société de Lindau. C'est aussi un grand séducteur. Il est certain que c'est un homme qui doit être très intelligent, je pense, qui était très très beau, très séduisant, élégant, très beau de sa personne, et qui avait probablement un charme particulier, de telle manière qu'il a eu beaucoup d'aventures. Hein. C'est un homme qui a séduit beaucoup de femmes. Séducteur, cardiologue reconnu, personnalité respectée, bon père de famille, au moment de la mort de Kalinka, seul André Bamberski soupçonne le docteur Krombach. Une façade respectable qui va le protéger jusqu'en 1997. L'année où l'une de ses patientes va l'accuser de l'avoir violée. C'est une jeune fille qui est sa patiente, il lui donne des piqûres, elle va perdre connaissance ou perdre une partie de sa connaissance. Donc elle était sous anesthésie. Après avoir fait certainement son examen, il l'a violée. La jeune fille s'est réveillée alors qu'il était nu, qu'elle était nue, qu'il était nu sur elle. Et bon, là, c'est là qu'a commencé le... Donc, il avait fait partir sa secrétaire médicale, il avait fermé toutes les portes. Vraiment, c'était un acte prémédité. Et je vous dis, il a plaidé coupable. Pour ce viol, Dieter Krombach s'en tire à bon compte. 2 ans de prison avec sursis et l'interdiction d'exercer la médecine pendant cette période. Quelques années plus tard, le médecin dira s'être fait piéger par sa patiente. Mais depuis, 3 autres filles ont déclaré avoir été violées par le docteur Krombach dans les années 80 et 90, mais les faits sont prescrits. Ces autres affaires, qui sont indépendantes de l'affaire de Kalinka, éclairent évidemment l'affaire Kalinka sous un jour très particulier. Mais ça ne constitue pas pour autant une preuve formelle du fait que le docteur Krombach ait tué Kalinka après avoir exercé sur elle des sévices sexuels. Pour le père de Kalinka, ces révélations confirment ses soupçons. Il espère alors que l'Allemagne va enfin extrader l'homme qui l'accuse du meurtre de sa fille. Mais côté allemand, rien ne bouge. André Bamberski va alors décider d'agir seul. Devant l'impuissance de la justice française à faire extrader Dieter Krombach, André Bamberski piste lui-même le médecin allemand. Il se rend régulièrement en Allemagne. Krombach, lui, se sait traqué et déménage souvent. Le père de Kalinka a peur de perdre sa trace. Il y a la crainte d'une fuite, mais aussi du temps qui passe. Car André Bamberski a beau se battre jour et nuit, il doit lutter contre le temps. La date de la prescription approche. Il y a aussi l'âge de Krombach, 75 ans, et le sien, 72. Nous sommes en 2009, et là,
André Bamberski va recevoir une étrange visite. Une personne s'est présentée et m'a dit si vous êtes d'accord, on peut amener Krombach en France. Bon. Comme en plus, cette personne ne m'a pas du tout demandé d'argent, on a fait juste un accord pour une couverture de frais à hauteur de 20 000 euros. Bon, j'ai peut-être trouvé ça, si vous voulez, farfelu comme dans d'autres situations, mais j'ai donné mon accord. Bamberski l'avoue, il s'est lancé dans une folle entreprise. Samedi 17 octobre, 3 individus empruntent une petite route de montagne. Ils ont localisé Krombach à Scheidegg, un petit hameau isolé. Dieter Krombach est enlevé et emmené en France, où il est livré, pieds et poings liés, à la police. Il a été kidnappé un samedi soir. Il était 9h à son domicile. Plutôt devant son domicile, il allait prendre son véhicule. Et au moment où il a introduit la clé dans son véhicule, il a donc été frappé par plusieurs individus, très violemment. Il a perdu connaissance et après il s'est retrouvé à l'arrière d'une voiture, entièrement ligoté. Et il portait les traces de cette nuit terrible, de façon très très marquée. Il avait le nez fracturé, les orbites oculaires fracturées, le visage entièrement bleu, beaucoup de difficultés à marcher. Quand je l'ai vu la première fois à la maison d'arrêt de Mulhouse, il était sur une chaise roulante. La réaction de l'Allemagne est immédiate. Elle délivre un mandat d'arrêt à l'encontre d'André Bamberski, commanditaire présumé de l'enlèvement. Mais la justice française préfère arrêter elle-même le père de Kalinka et l'inculper pour enlèvement. Désormais, il est lui aussi accusé, alors qu'il est sur le point d'atteindre son but. De son côté, Dieter Krombach est placé en détention provisoire et va être renvoyé devant la cour d'assises de Paris. Monsieur Bamberski, je l'ai dit et redit, ne souhaitait qu'une chose, c'est que le docteur Krombach puisse répondre devant la justice française des faits qui lui sont reprochés dans le cadre de cette affaire. C'est tout ce qu'il voulait. J'ai déjà dit à la télévision, entendu sur ce point, qu'il avait la possibilité de le faire assassiner s'il avait eu cette intention. Monsieur Bamberski est chrétien, c'est un grand chrétien. Il n'a jamais été question de cela. 29 ans après la mort de sa fille, André Bamberski voit enfin Dieter Krombach s'asseoir dans le box des accusés. Fin mars 2011, Paris, le procès de Dieter Krombach s'ouvre enfin. Ce moment, André Bamberski l'attend depuis 29 ans. Le père de Kalinka touche enfin au but, l'épilogue d'une bataille acharnée, interminable. Dieter Krombach est présent, mais très affaibli. Il a passé les derniers mois à l'hôpital de la prison de Fresnes en raison de son âge et de problèmes cardiaques. D'ailleurs, dès le début des débats, ses avocats mettent en avant son état de santé pour éviter le procès. Il est vraiment véritablement affaibli. Il a pris des sérieux coups. On vous parlait de 20% d'infirmité permanente partielle. Toutes les 2 heures, il faut faire une pause parce qu'il doit se reposer. La défense de Krombach met aussi en avant le fait qu'en Allemagne, son affaire a été classée depuis bien longtemps. Aux yeux des Allemands, il est donc innocenté et n'a rien à faire devant la justice française. Et puis il y a eu l'enlèvement de Dieter Krombach pour le ramener sur le sol français. Des circonstances qui rendent, selon ses avocats, son arrestation illégale. Un pays à qui on a demandé la remise d'un ressortissant, peut-il accepter que celui-ci se fasse enlever sur son territoire et la justice qui a bénéficié de cette remise peut-elle juger un homme qui a été enlevé dans ces conditions-là? Malgré tout, la cour d'assises de Paris décide de commencer le procès. Mais au bout d'une semaine d'audience, un coup de théâtre se produit. Pendant le week-end, Dieter Krombach fait un malaise dans sa cellule de la prison de Fresnes. Hospitalisé à la Pitié-Salpêtrière,
Il n'est plus en mesure de comparaître. Après 29 ans d'attente, le procès est renvoyé. Il va falloir rejuger, recommencer, repartir à zéro, se remobiliser et le temps s'ajoute au temps. Nous sommes déjà à 28 ans et tout cela est très triste et très décevant. Au mois d'octobre, c'est un nouveau procès qui commence devant la cour d'assises de Paris. Et les doutes sur la santé de Dieter Krambach ressurgissent. Moi qui le connais un petit peu, M. Krambach, à force de le voir derrière une maison d'arrêt malheureusement, dans une maison d'arrêt, excusez-moi, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'il est en petite forme. C'est un euphémisme. Non, ça va pas. Voilà. Vous l'avez vu comment il parlait. Si vous me dites que vous le jugez que c'est possible qu'il tiendra le coup pour 3 semaines, alors là, jamais de la vie. Mais pour la défense, Dieter Krambach est bien en état de comparaître. Ce matin, il a répondu aux questions qu'on lui avait posées. Il paraît tout à fait physiquement capable de comparaître. C'est d'ailleurs ce qu'ont dit les experts. Au cours du procès, les témoignages accablants contre Dieter Krambach vont se multiplier. 3 jeunes Allemandes racontent avoir été violées par le médecin après avoir été droguées. Mais les faits sont prescrits. Par ailleurs, les conclusions des experts vont se succéder. Kalinka serait décédée en s'étouffant avec son vomi, alors que la jeune fille était sous sédatif, un somnifère que lui avait administré Dieter Krambach. Malgré ces nouveaux éléments, la défense du médecin allemand demande l'acquittement. Monsieur Krambach n'est pas le monstre qui a été décrit, n'est pas l'assassin. Après 3 semaines d'audience, Dieter Krambach est reconnu coupable de violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Il est condamné à 15 ans de prison. Pour André Bamberski, c'est la fin d'un combat. Ma première pensée pour Kalinka, ce que je lui avais promis, ce que j'ai mené comme démarche ont abouti à ce que je désirais, c'est-à-dire qu'il y ait un procès complet. La justice a été exercée à sa mémoire et je vais pouvoir faire mon deuil avec elle. Mais l'affaire n'est pas définitivement terminée, car Dieter Krambach a fait appel. Et André Bamberski, le père de Kalinka, devra un jour répondre devant un tribunal de l'enlèvement du médecin allemand.